Le lendemain, dans l'après-midi, la veille de Noël, l'employée de maison arrive à l'appartement de Bernard, comme à son habitude. Elle frappe, puis s'aperçoit que la porte est ouverte. Elle passe la tête par l'entrebâillement et demande si Monsieur Mazière est là, mais aucune réponse. Bon, il a dû sortir faire une course urgente pour Noël et ne pas se rendre compte qu'il n'a pas bien fermé sa porte, se dit-elle, puis commence son activité. Elle finit par se rendre dans la chambre de Louis, et là, c'est une vision d'horreur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Criminum. Si vous aimez les enquêtes et la criminologie, vous êtes au bon endroit, puisque chaque semaine, on va s'intéresser à une affaire criminelle et on creusera l'aspect psychologique derrière le passage à l'acte pour tenter de l'expliquer. Pour ceux qui écoutent un podcast, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, criminum.podcast, car j'y mets des photos pertinentes pour chaque épisode. Je suis Kelly, et aujourd'hui, nous allons discuter d'une affaire datant de 2010 où se mêlent violence, drogue, tentative de suicide et mal-être qui poussent à commettre l'irréparable. Si vous êtes sensible à ces sujets, on se retrouve la semaine prochaine. Nous sommes le soir du 23 décembre 2010, en plein cœur de Paris. La capitale s'apprête à fêter Noël. Les rues sont illuminées, les façades et les maisons sont décorées. Bernard reçoit des amis à dîner dans son bel appartement haussmannien, donnant sur la place Saint-Sulpice. Son fils, Louis, 17 ans, ronge son frein en attendant la fin du repas. Il doit aller retrouver des amis. La soirée se passe bien, l'alcool coule à flot. Vers 1h15 du matin, les derniers invités, tous des voisins, rentrent chez eux et Louis annonce à son père qu'il sort en boîte. Rien d'anormal pour ce jeune à la vie dorée, habitué aux soirées parisiennes. De toute manière, Bernard ne peut rien lui dire. Il n'arrive pas à gérer son fils, en pleine crise d'adolescence. Père célibataire depuis que lui et la mère de Louis se sont séparés quand le petit avait 3 ans, il fait de son mieux, mais il n'a jamais vraiment eu la fibre paternelle. Bernard était journaliste chevronné à l'Express quand il tombe amoureux d'une stagiaire dont il est beaucoup plus âgé. Bernard a 43 ans, elle en a à peine 20. Ils se marient en 1993 et 1 mois plus tard naît leur fils unique, Louis. Bernard est fou de joie, mais tous ses amis se demandent comment cet épicurien va réussir à se transformer en père de famille. D'après son entourage, Bernard est décrit comme fêtard, coureur de jupons. Il aime la bonne chair et est un peu trop porté sur la boisson, voire même selon certains, alcoolique. Mais quand il voit son fils 1 semaine sur 2, du fait de la garde alternée, il fait un effort et range ses démons dans les placards. Enfin, il essaye. Il y a quand même certains incidents. Une fois, quand Louis a 7 ans et qu'il passe la semaine chez son père, le petit essuie des insultes et appelle sa maman en pleurs et lui dit « Papa a bu, c'est horrible ». Les années passent. Bernard est fier de son fils, mais assez débordé aussi. Plus Louis grandit, moins Bernard a le dernier mot. Ses amis diront que bien qu'aimant, il manque d'autorité. Dès que possible, Louis intègre l'école active bilingue, qui fait partie de l'élite parisienne, où se croisent fils de très riches et gosses de diplomates. Louis veut tenir la route. Ce jeune, habillé en vêtements de marque, obtient de son père 500 € d'argent de poche par mois et des voyages au bout du monde. Bernard accepte. Il ne veut que le meilleur pour son fils. Il veut le rendre heureux. Très proche de ses amis et du monde de la nuit, Louis écume les boîtes parisiennes les plus connues où il dilapide son argent de poche. Il fume régulièrement du cannabis et selon certains, consommerait même des drogues plus fortes. En pleine crise d'adolescence, Louis devient incontrôlable, insaisissable. Il commence à sécher les cours. Il se rêve musicien, joue de la guitare et crée des sons sur son ordinateur. Si certains reprochent à Bernard d'avoir délaissé son fils au profit de sa carrière, un ancien collègue de l'homme se souvient que Bernard, alors chef de service travaillant jusqu'à très tard, je cite, appelait son fils tous les soirs vers 19h30 pour s'assurer qu'il avait fait ses devoirs. Et si Bernard se fait du souci pour les devoirs de son fils, c'est qu'il y a une raison.
Louis brille par son absentéisme et ses mauvais résultats. D'ailleurs, de violentes disputes, qui en viennent parfois aux mains, éclatent régulièrement entre le père et le fils à propos de ses absences en cours. Pour Louis, son père est trop strict, un conflit générationnel les oppose. Il raconte souvent à ses amis qu'il en a marre, qu'il ne peut plus encaisser son père, qu'il veut quitter Paris. Le fossé qui les sépare devient abyssal quand Louis se fait exclure de son prestigieux lycée. Il intègre alors à la rentrée de septembre 2010, il y a 2 mois donc, le lycée Montaigne, qui convoque Bernard juste avant les vacances de Noël pour discuter de son absentéisme. Rebelote, les relations se dégradent encore plus. Bernard reproche à son fils son manque d'assiduité en cours et ses fréquentations. Louis reproche à son père son style de vie et son alcoolisme. Donc quand Louis annonce à son père qu'il sort ce soir-là, Bernard sait que rien de ce qu'il dira ne changera rien. Il veut éviter un énième conflit. Puis, de toute manière, Louis ne demande pas la permission. Au moins, il a tenu l'entièreté du repas. C'est déjà ça. L'homme, fatigué, débarrasse rapidement la vaisselle et se prépare à aller se coucher. Le lendemain, dans l'après-midi, la veille de Noël, l'employée de maison arrive à l'appartement de Bernard, comme à son habitude. Elle frappe, puis s'aperçoit que la porte est ouverte. Elle passe la tête par l'entrebâillement et demande si Monsieur Mazière est là, c'est Bernard. Mais aucune réponse. Curieux. L'homme de 60 ans qui ne travaille plus, on ne sait pas s'il est à la retraite ou au chômage, est d'habitude toujours présent pour accueillir son employé et lui offrir un petit café. Et surtout, il ne sort jamais sans verrouiller sa porte à double tour. Dans ce quartier huppé, il vaut mieux être prudent, et Bernard possède beaucoup de choses de valeur. Bon, il a dû sortir faire une course urgente pour Noël et ne pas se rendre compte qu'il n'a pas bien fermé sa porte, se dit-elle, puis commence son activité. Elle finit par se rendre dans la chambre de Louis. Et là, c'est une vision d'horreur. Bernard est étalé par terre, au milieu d'une flaque de sang. Il a une grosse blessure au crâne. Paniquée, la femme appelle les secours. Les pompiers et enquêteurs du 36 quai des Orfèvres arrivent rapidement sur place. Le constat est sans appel. Bernard a eu le crâne fracassé et sa gorge est percée de 2 coups de couteau. Il en manque un dans la cuisine. Serait-il possible que ce soit l'une des armes du crime ? Les policiers ne notent pas de traces d'effraction. L'appartement ne semble pas avoir été cambriolé, alors même que l'homme possédait de nombreuses choses de valeur. Seul le portefeuille et les cartes bancaires de Bernard ont disparu. L'autopsie détermine qu'il a, je cite, succombé à des coups portés à la tête avec un objet contondant et à 2 coups d'arme blanche au niveau de la gorge. Les 2 armes ne seront pas retrouvées. Les enquêteurs interrogent la famille, qui est sous le choc. Qui aurait pu vouloir du mal à Bernard ? Personne n'a de réponse. Personne ne lui connaît d'ennemi. Le cambriolage ne semble pas être le mobile. Alors quoi ? Est-ce que ce serait un crime plus personnel ? Quelqu'un qui, en plus, aurait les clés de l'appartement ? Les regards se posent sur son fils, Louis. Mais la famille le défend. Impossible que le jeune homme ait pu faire du mal à son père. Oui, leur relation était compliquée, mais Louis n'est pas violent. Il n'a pas pu faire ça. Il faut chercher ailleurs. Pour rappel, les cartes bancaires du défunt ont été volées. Les policiers examinent donc d'éventuelles opérations effectuées après le jour du crime, donc après le 24 décembre. C'est simple, si un paiement est fait, la personne qui l'effectue est forcément en lien avec le crime. Et là, bingo, le 26 décembre, des retraits sont effectués sur des distributeurs, à plusieurs endroits dans Paris. Ayant toujours leur théorie en tête, les enquêteurs jettent un œil au relevé téléphonique de Louis. Et curieusement, les horaires de retrait coïncident avec des appels passés depuis le portable de Louis vers un certain Danny. La coïncidence est trop grosse pour la laisser passer. Il n'en faut pas moins pour les policiers pour mettre Louis en garde à vue le 29 décembre 2010 et son compère Danny le lendemain. Quelle est la relation entre Louis et Danny ? Ont-ils vraiment quelque chose à voir dans ce meurtre sordide ? On revient 1 an en arrière. Nous sommes à l'été 2009, Louis a 16 ans. Déjà mal dans sa peau, il perd peu à peu pied avec le décès récent de son grand-père qu'il adorait. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Danny, 24 ans. Une véritable osmose se produit entre les 2 jeunes qui deviennent rapidement inséparables. Ils sont torturés, ténébreux et se sentent à l'écart de cette société parisienne dans laquelle ils évoluent. Danny passe les premières années de sa vie chez sa grand-mère qui lui aurait infligé de nombreux sévices et rejoint sa mère dans les Hauts-de-Seine quand il a 8 ans. Mais il n'arrive pas à s'épanouir.
ressassant son passé difficile. Il échoue au bac en 2005, rompt avec sa copine en 2007 et c'est le début d'une descente aux enfers, mêlée de psychotropes, cannabis et autres drogues. Sa page Facebook d'ailleurs en dit long. Outre ses œuvres préférées, dont Faust et la série télévisée Dexter, on peut voir qu'il appartient au groupe, je cite, « tuer des gens, prendre de la drogue, conduire bourré et manger des enfants ». En garde à vue, Louis ne fait pas le malin. Il se sent pris au piège. Et si toute sa vie était sur le point de basculer? Danny, quant à lui, est serein. Il en a déjà trop vu dans la vie. Il n'a peur de rien. Les heures passent lentement. Louis est mis sous pression. Les gendarmes sentent qu'il cache quelque chose. Finalement, il avoue. Et son récit fait froid dans le dos. Le 10 décembre 2010, donc presque 2 semaines avant le drame, Louis demande à Danny comment on fait pour tuer quelqu'un. Danny n'est pas du tout choqué par la question. Il a déjà agressé quelqu'un dans le but de le tuer. C'était en 2009. Il a donné rendez-vous à un lycéen et lui a tailladé la gorge avec un hachoir de 30 cm de long. Il attend encore d'être jugé. La victime a survécu, mais Danny considère cet événement comme un meurtre et s'en vote souvent, auprès de Louis notamment. C'est donc naturellement que le jeune homme se tourne vers son meilleur ami pour lui poser la question. « Comment tuer quelqu'un ?» Mais Danny demande « Qui ?» La réponse de Louis est glaçante. « Mon père. » La date est fixée, ce sera le 23 décembre. Là, les sources dans lesquelles je trouve les informations diffèrent. Selon certaines, Louis et Danny se mettent tout de suite d'accord sur un plan. Faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. La meilleure solution d'après Danny. Selon d'autres, le plan initial était que Danny les attende, Louis et son père, à la sortie du Select à Montparnasse, où Bernard doit inviter son fils et des amis à dîner ce soir-là. Louis devait s'éclipser pour que Danny liquide son père dans une rue sombre et lui pique son portefeuille. Afin de brouiller les pistes, de maquiller cet homicide en crime crapuleux et peut-être ainsi de toucher l'héritage. Or, au dernier moment, son père aurait changé d'avis et décidé d'inviter ses amis chez lui. Quoi qu'il en soit, le jour J, le 23 décembre, Louis retire 60 €, se rend chez Monsieur Bricolage pour acheter un cutter, des gants de jardinier et un marteau américain. Ça, c'est l'idée de Danny, qui fait des recherches sur internet et qui est tombé sur des articles à propos d'un meurtre au marteau en Belgique. Le dîner se termine vers 1h15. Les derniers invités s'en vont, et Louis aussi, indiquant à son père qu'il sort en boîte et qu'il ne rentrera pas dormir. 8 minutes plus tard, le plan est en marche. Louis, toujours en bas de l'immeuble, appelle son père pour lui demander d'ouvrir la porte à son ami Danny, qui, soi-disant, vient récupérer son casque audio. Louis laisse entrer son complice, qui monte au 4e étage. Bernard lui ouvre la porte, le suit dans la chambre de son fils. Pour rappel, le père de famille n'appréciait pas les fréquentations de son fils. Mais on ne sait pas ce qu'il pensait de Danny, ni même s'il le connaissait avant ce fameux soir. Arrivé dans la chambre de Louis, Danny sort son marteau, fait volte-face et l'abat sur la tête de Bernard, qui tombe à terre. Puis Danny fonce dans la cuisine récupérer un couteau et revient achever le pauvre homme. Le méfait accompli, il laisse Bernard agoniser sur le sol, met les 2 armes dans son sac et s'enfuit dans la nuit, accompagné de Louis, qui l'attendait en bas. Même s'il s'y attendait, les policiers sont sous le choc. Comment un fils a-t-il pu prévoir de sang-froid la mort de son père? Via son meilleur ami en plus. C'est difficile à comprendre. Les 2 accusés sont mis en examen pour assassinat, vol et escroquerie pour Danny et complicité pour Louis. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Pour Louis, qui a donc planifié l'assassinat de son père, on parle de parricide. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu pousser ce gosse de 17 ans qui avait une belle vie à tuer son père? Louis, habitué aux grandes soirées arrosées dans les endroits les plus huppés, a du mal à suivre ses amis fortunés avec seulement 500 € par mois. Il a besoin de plus. Pourtant, l'argent ne semble pas la réelle motivation de ce crime. Lors de ses auditions, Louis évoque un grand malaise entre lui et son père. Mais le haïssait-il vraiment au point de lui ôter la vie
Et de changer la sienne à tout jamais? Et Danny alors? Certaines sources disent qu'il a agi sans aucune contrepartie, ce que Louis affirme en disant que Danny a agi, je cite, pour assouvir ses besoins meurtriers. D'autres écrivent que Danny accepte d'exécuter ce parricide pour rendre service à Louis et gagner 5 000 €. Le procès s'ouvre le 2 septembre 2013, presque 3 ans après l'assassinat de Bernard. Les deux accusés comparaissent devant la cour d'assises des mineurs de Paris, Louis ayant 17 ans au moment des faits. L'audience se déroule donc à huis clos. Toute la famille de Louis est présente. Personne ne comprend son geste, mais certains essayent quand même de le pardonner. La majorité le soutient, surtout du côté de sa mère. Au juge, Louis exprime son sentiment de s'être laissé entraîner. Il dit, je cite, qu'il aurait évoqué comme un con l'idée que son père pourrait mourir. Et son ami Danny, qui se vantait d'avoir égorgé un dealer, l'aurait convaincu de passer à l'acte. On retrace la vie de Louis, sa relation aimante avec sa mère, celle conflictuelle avec son père. On essaie de comprendre. Bien que visiblement à l'abri du besoin matériel, c'est le côté affectif qui pèche dans la vie de Louis. Même si tous diront que Bernard aimait son fils, le montrait-il assez? Louis, perturbé et mal dans sa peau, a-t-il perdu de vue cet amour? Une de ses amies qui témoigne à la barre dit qu'il donnait l'impression d'être à l'écart concernant ses parents. Il lui aurait dit, je cite, « Quand l'un en a marre de moi, je vais chez l'autre ». Une information importante retentit alors dans la salle d'audience. Bernard n'est pas le père biologique de Louis. Les avocats de l'accusé s'engouffrent dans la brèche. Ils tentent de justifier le geste parricide de leur client. D'après eux, Bernard, conscient que l'adolescent n'était pas véritablement son fils, l'aurait alors négligé. Mais quand bien même, est-ce que ça justifie le crime? Mais ces allégations sont rapidement démenties par l'accusation. Les tests ADN ont été diligentés au cours de l'enquête. La mère de Louis elle-même n'avait eu que quelques doutes à la naissance de son fils, doutes qu'elle n'a jamais partagés avec personne. Bernard ne pouvait pas savoir que Louis n'était pas son fils biologique. Et puis, soyons clairs, cela ne justifie absolument pas l'assassinat affreux que Louis a commis sur son père, Bernard. Déjà, aucun des deux ne connaissait la vérité, mais même si c'était le cas, Bernard était le père de Louis. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est lui qui l'a élevé, qui l'a aimé, qui a subvenu aux besoins de son fils durant 17 ans. C'était son père. Point. Vient le moment des expertises. Les professionnels qui ont examiné les deux accusés évoquent des énigmes psychopathologiques. Danny, lui, est décrit comme un sujet mégalomane et mythomane, et surtout comme extrêmement dangereux. Les deux jeunes gens sont aussi diagnostiqués narcissiques. Pour approfondir le sujet, d'après le DSM-5, le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un sentiment constant de supériorité, c'est aussi ce qu'on appelle la mégalomanie, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique surestiment leurs capacités, exagèrent leur accomplissement et ont tendance à sous-estimer les capacités des autres. Mais ces personnes ont aussi des problèmes de confiance en elles, et pour essayer de mettre de côté ce manque de confiance et renforcer leur sentiment de supériorité, elles mettent en place plusieurs actions. Elles fréquentent des personnes spéciales. Louis et Danny évoluent dans un cercle social très aisé, où se mêlent progéniture de politique, hommes d'affaires ou personnalités connues, où ils se permettent tout et n'ont aucune limite, comportementale ou pécuniaire, ce qui finit par créer un décalage avec le monde réel. Les personnes atteintes de ce trouble deviennent aussi des membres d'institutions importantes, comme par exemple les écoles et les lycées prestigieux. Enfin, elles dénigrent les autres. On ne sait pas vraiment si c'est le cas, mis à part le fait que Louis ait été vu comme prétentieux à son nouveau lycée. Le trouble de la personnalité narcissique pourrait affecter jusqu'à 6% de la population générale. Il est plus fréquent chez les hommes. Des facteurs génétiques et environnementaux pourraient contribuer au développement de ce trouble. Une théorie suggère que les personnes chargées des soins de l'enfant pourraient avoir interagi avec lui d'une manière qui ne lui a pas permis de développer une identité propre stable. Par exemple, être trop critique ou trop indulgent envers l'enfant, ou au contraire l'avoir trop complimenté ou admiré. Est-ce que c'est ce qu'il est arrivé à Louis ?
On se souvient de l'anecdote de quand il a 7 ans et qu'il appelle sa mère en pleurs, après avoir essuyé des insultes de la part de Bernard. Je me suis alors demandé, en quoi consiste le diagnostic d'une personne narcissique ? D'après le DSM-5, il faut que le sujet ait au moins 5 des éléments suivants. Bon, cela risque d'être un petit peu long, mais à mon sens intéressant pour la bonne compréhension de cette histoire. Avoir un sens exagéré et non fondé de son importance et de ses talents, la mégalomanie donc, être absorbé par des fantasmes de succès illimité, d'influence, de pouvoir, d'intelligence, de beauté ou d'amour idéal. Croire être spécial et unique et qu'il ne devrait fréquenter que des personnes du plus haut calibre. Avoir besoin d'être admiré sans réserve. Penser que tout lui est dû. Exploiter les autres pour parvenir à ses propres fins. Manquer d'empathie. Envier les autres et croire que les autres l'envient. Et être arrogante et hautaine. En outre, les symptômes doivent avoir fait leur apparition au début de l'âge adulte. Bon, c'est sûrement un peu plus compliqué que ça, on est d'accord. Le témoignage d'un des collègues du défunt met en lumière la personnalité de Louis, en expliquant qu'il était, je cite, un gosse archi-gâté, arrogant déjà à 8 ans, et qui menait par le bout du nez son père, incapable de le contrôler. Donc Louis en voulait à son père d'être trop strict et de ne pas le comprendre. D'après lui, Bernard l'empêche de s'émanciper et le renie dans ce qu'il est. Louis est hanté par un sentiment qu'il décrit comme de se retrouver dans une impasse, et il en arrive à une conclusion simple pour enfin toucher du doigt le bonheur. C'est lui ou moi. En psychologie, on peut assimiler cette réflexion à la théorie de l'affirmation de soi, élaborée par Claude Steele en 1988. Selon cette dernière, je cite, « Il existerait dans chaque personne un système de soi qui maintient une conception de soi positive et une image de soi compétente, bonne et libre. Le but du soi est de protéger cette image. » Selon cette théorie, donc, je cite, « Lorsque cette image idéale du soi est menacée, un processus de rééquilibrage se mettrait en marche afin de restaurer cette idée positive que l'on a de soi. L'individu userait alors parfois de mécanismes violents lorsqu'il se sent en danger, tels que le crime. » Outre le fait qu'il a grandi apparemment en sentant parfois qu'il n'était plus le bienvenu chez l'un de ses parents, ayant pour conséquence de l'envoyer chez l'autre, les problèmes d'alcoolisme de son père l'ont sûrement fortement marqué. On se souvient toujours de l'anecdote de quand il a 7 ans et qu'il appelle sa mère en pleurs, après avoir essuyé des insultes de la part de Bernard. Avec cette information, on peut se dire que l'environnement familial chez son père semble alors en proie à la violence psychologique. Mais on ne sait pas à quelle fréquence ces événements interviennent. Peut-être même que cet incident était unique. Puis, Louis le dit lui-même, son père le renie dans ce qu'il est. Est-ce que, sans le vouloir, Bernard n'aurait pas, finalement, abîmé l'image du soi de son fils ? En effectuant son acte meurtrier, Louis aurait-il tenté de rétablir son soi positif ? La théorie de l'affirmation de soi n'est pas la seule à avoir été développée afin de tenter d'expliquer le crime de parricide. Il existe d'autres concepts qui ont cherché à déchiffrer les mécanismes psychiques à l'origine de cet homicide si particulier qu'est le fait de tuer son parent. Et Danny dans tout ça, c'est lui qui a donné les coups de marteau. C'est lui qui est allé chercher un couteau dans la cuisine pour l'enfoncer dans la gorge de Bernard. C'est lui l'homme violent dans l'histoire. Comme je l'ai expliqué, il apparaîtrait qu'il a accepté de participer à cet assassinat soit pour assouvir ses besoins meurtriers, soit pour rendre service et toucher 5 000 €. On ne saura jamais la réelle motivation du jeune homme. Selon un psychologue, Danny est, je cite, « envahi par l'angoisse de mort et cherche à précipiter la sienne ». En effet, d'après l'enquête, il est vraisemblablement très mal dans sa peau, au point de faire 4 tentatives de suicide au cours de sa vie. Un expert considérera ces tentatives comme, je cite, « des appels à l'aide d'un enfant dont on n'a pas reconnu les souffrances ». Et puis, souvenez-vous, en 2009, Danny a agressé un lycéen avec un couteau. Il a été jugé pour ces faits en 2011, et l'expert psychiatre a noté, je cite, « Une grande souffrance, liée à un profond sentiment d'abandon et à un sentiment de culpabilité, lié au rejet parental ainsi qu'aux sévices infligés par la grand-mère. » Et donc là, je me suis dit, est-ce que la situation de son ami le touchait particulièrement du fait de son vécu ? Puisqu'il est apparemment d'un naturel violent et sans limite, peut-être qu'il a déplacé sa propre souffrance,
liée à sa relation avec ses parents, à celle de Louis, et a donc simplement accepté de se charger de ce crime pour, lui aussi, tuer par procuration ce parent qui l'a blessé? C'est juste une réflexion, je précise que je ne suis pas psychologue. En fin de parcours, une chose est sûre pour l'avocat des grands-parents de Louis, c'est que le mobile n'apparaît pas clairement, les accusés ne s'en sont pas expliqués. Louis lui-même nie qu'il avait de la haine pour son père. Alors pourquoi ce gosse de 17 ans, qui avait une belle vie, qui avait tout ce qu'il voulait, a-t-il décidé de faire sauvagement assassiner son père, qui lui a tout donné? Est-ce qu'un sentiment de malaise, comme il le dit, suffit à justifier ce crime à ses yeux? À changer sa vie à tout jamais? Cette émancipation salvatrice est cher payée, des deux côtés, mais surtout de celui de l'homme qui a perdu la vie. La cour d'assises des mineurs de Paris condamne Louis à 13 ans de prison pour complicité d'assassinat, en vertu de l'excuse de minorité. 13 ans pour avoir organisé la mort de son père. Pour information, la complicité est définie dans l'article 121-7 du Code pénal. C'est la sanction de la personne qui fournit une aide ou une assistance facilitant la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, mais aussi celle de la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus de pouvoir ou bien, donne des instructions pour commettre une infraction. La complicité peut être définie comme une entente temporaire, momentanée, entre des individus qui vont commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs infractions. Plus simplement, le complice est celui qui a participé à l'acte sans prendre part aux éléments constitutifs de l'infraction. La complicité peut donc prendre 3 formes, par aide ou assistance, par provocation ou par instruction. Quelle que soit la forme de complicité choisie, elle nécessite la réunion de 4 éléments constitutifs: légal, préalable, matériel et moral. L'élément légal de la complicité, c'est le choix de l'une des 3 formes que nous venons de voir: aide ou assistance, provocation ou instruction. L'élément préalable de la complicité, c'est qu'il faut qu'un crime ou un délit soit commis par l'auteur auquel le complice apporte son aide ou assistance. On ne peut pas être complice d'un acte qui n'est pas arrivé. L'élément matériel de la complicité, c'est le fait, en simplifiant, qu'il y a un acte positif, donc réel, qui peut être prouvé et qui soit antérieur à l'infraction. Par exemple, donner un code d'accès, fournir une arme ou servir de chauffeur. Pour l'élément moral, il faut que l'infraction soit intentionnelle. Il faut vérifier qu'il existe une volonté de s'associer à l'infraction. Il faut que le complice ait agi en connaissance de cause. Selon l'article 121-6 du Code pénal, le complice encourt, en théorie, une peine identique à l'auteur de l'infraction, mais rien d'obligatoire. Danny, lui, étant l'exécutant du contrat, est d'ailleurs condamné à 20 ans de prison, peine assortie de 8 ans de suivi socio-judiciaire. Aucun des deux n'a fait appel, considérant leur peine comme juste. Il me paraît bon de préciser que Louis est dès lors frappé d'indignité successorale, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas hériter de son père.